Alors nous allons nous intéresser dans cette vidéo au tracé des rayons réfractés dans un milieu anisotrope. Mais avant de présenter ce qui se passe dans le milieu anisotrope, je vais rapidement rappeler ce qu'on a dans un milieu isotrope. Pour tracer le rayon réfracté dans un milieu isotrope, ce qu'on va considérer, c'est la surface des différents indices. Et dans un milieu isotrope, ces surfaces sont assez simples parce que le rayon, quelle que soit sa direction, voit le même indice. Donc ces surfaces, ça va correspondre à des cercles. Donc la procédure, c'est on trace le cercle dont le rayon correspond à l'indice du milieu incident, on prolonge le rayon incident et on cherche le point de croisement entre ce cercle et le rayon prolongé. On va faire passer une perpendiculaire à la surface qui passe par ce point. Et ensuite, on trace la surface caractéristique du milieu transmis. Donc un cercle de rayons correspondant à l'indice du milieu transmis. On va prolonger la perpendiculaire qu'on avait précédemment tracée et on regarde en quel point elle coupe le cercle. Et ce point va nous donner directement la direction du rayon qui est réfracté. Donc voilà la construction dans un milieu isotrope. Dans un milieu anisotrope, ça va être un petit peu plus compliqué parce que l'indice vu par l'onde sera différent en fonction de la direction de propagation. Donc ici, on ne va pas discuter le cas le plus général, on va se contenter d'un cas qui est souvent celui qu'on rencontre, c'est le cas d'un cristal qui est anisotrope. On a anisotrope uniaxe, donc un seul axe pour la surface des indices. On va choisir le cas d'un cristal uniaxe positif, c'est-à-dire que l'indice extraordinaire est supérieur à l'indice ordinaire. Et dans cette première construction, on va s'intéresser au cas où l'axe optique est parallèle au plan d'incidence. Donc dans cette configuration, la surface des indices va se limiter à deux nappes. Un cercle qui est d'indice N0, de rayon N0, et une ellipse qui a comme grand axe la valeur N0, la valeur NE, et comme petit axe la valeur N0. Donc on va reprendre la construction des cartes. Donc le rayon incident, il arrive d'un milieu isotrope, donc on va considérer le cercle de rayon NI, on prolonge le rayon incident et on regarde la perpendiculaire à la surface qui passe par le point de croisement. Maintenant, pour construire les rayons réfractés, il va falloir faire intervenir le cercle de rayon N0 et l'ellipse qu'on a vu précédemment. Donc on va commencer par le rayon ordinaire. Donc on trace sa surface caractéristique, un cercle de rayon NO. On va prolonger la perpendiculaire et on détermine le point de croisement entre ce cercle et la perpendiculaire à la surface. Donc si on veut connaître la direction du rayon réfracté, la procédure exacte, normalement, c'est qu'on regarde la tangente à la surface qu'on vient de tracer au point de contact. Et puis ensuite, on prend la normale à cette tangente. Or ici, on a un cercle, c'est comme un milieu isotrope. Donc ce qui se passe, c'est que la normale à cette tangente, c'est forcément un rayon. Donc voilà, on a quelque chose qui passe ici par le point d'incidence. Donc on a tracé notre rayon ordinaire. Maintenant, concernant le rayon extraordinaire, on va suivre la même procédure, mais en considérant cette fois-ci une ellipse d'axe de grand axe NE, de petit axe NO. Donc là encore, on cherche le point de croisement entre la perpendiculaire et l'ellipse. On va prendre la tangente à l'ellipse en ce point de contact et pour déterminer la direction du rayon réfracté, on prend la normale à cette tangente. Ça va nous donner la direction. On voit que cette direction ici, elle ne passe pas par l'origine. On n'a pas un rayon du cercle. Ici, on a une ellipse. Donc, on va rapporter cette direction ici au niveau du point d'incidence
et on prolonge, ça nous donne la direction du rayon extraordinaire. Donc voilà, on a déterminé nos deux rayons. Là, ce qu'on voit, c'est que dans la configuration qu'on étudie, le rayon ordinaire est moins dévié que le rayon extraordinaire. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe si on change l'orientation de la lame. C'est-à-dire qu'on va placer la lame telle que son axe optique ne soit plus parallèle au plan d'incidence. On va le choisir maintenant perpendiculaire. Et dans ce cas-là, la surface des indices se modifie. On n'a plus un cercle et une ellipse. Ce qu'on a désormais, c'est deux cercles. Un cercle de rayon NO et un cercle de rayon NE. Donc là, les deux maps sont clairement différentes. Et on va se rapprocher en fait du cas isotrope, mais en considérant ici deux rayons différents. Donc on va refaire la construction des rayons. Encore une fois, le cercle avec le rayon qui correspond à l'indice incident. On prolonge le rayon incident, ce qui nous permet de déterminer la perpendiculaire à la surface qui passe par ce point de croisement. On trace ensuite le premier cercle qui correspond à l'indice ordinaire. On va prolonger la perpendiculaire. On a le point de contact, ce qui va nous permettre directement de trouver la direction du rayon ordinaire. Et on va refaire la même chose pour le cercle qui correspond à l'indice extraordinaire. Et cette fois-ci, eh bien, ce qu'on observe, c'est que le rayon extraordinaire est moins dévié que le rayon ordinaire. C'était le cas opposé quand on avait placé l'axe optique parallèle au point d'incidence. Donc on voit que l'orientation de la lame du milieu anisotrope va tout de suite avoir une influence sur la façon dont le rayon ordinaire ou le rayon extraordinaire vont être déviés. Donc voilà pour cet exemple simplifié des constructions par la méthode de Descartes. On a considéré des exemples simples ici avec un cristal uniaxe et soit des axes parallèles au plan d'incidence, soit perpendiculaires au plan d'incidence.